Je m'appelle Mélissa, mais dans les rues de La Paz et de Los Cabos, personne ne prononçait jamais ce prénom. Là-bas, on me connaissait sous un autre nom, un nom qui faisait trembler les hommes armés jusqu'aux dents, la China. Et je dois l'admettre, dès la première phrase de cette confession, j'ai tué. Pas une fois, pas deux, mais tant de fois que mes nuits se sont transformées en un défilé de visages que je ne reverrai jamais. On disait que j'étais plus dangereuse que n'importe quel capot du Sinaloa. Et peut-être que c'était vrai. Ce n'est pas une histoire pour apitoyer ni pour me justifier. C'est un récit cru, la vérité que j'ai portée comme une lame cachée sous ma peau. J'ai grandi dans un Mexique fracturé où la pauvreté était une condamnation et la violence une langue commune. Là où je vivais, les églises priaient à côté des maisons de passe et les enfants apprenaient à distinguer les tirs de Kalachnikov avant même de lire. Mon pays s'était habitué à voir les cadavres gisant dans la poussière comme si c'était un décor normal de nos villes ensoleillées. Quand j'ai commencé, je pensais être un pion parmi d'autres, une fille qu'on utiliserait pour transporter des messages, servir de couverture ou distraire l'ennemi. Mais peu à peu, la peur que j'inspirais devint mon arme la plus tranchante. Les hommes du cartel ont compris que j'étais capable de frapper sans hésitation, et j'ai appris à me nourrir de cette réputation. Ce que je n'ai jamais raconté, c'est que derrière chaque balle tirée, derrière chaque cadavre abandonné sur le bas-côté d'une route touristique, il y avait ma main, ma décision, mon visage. Le Sinaloa n'était pas seulement un cartel, c'était un empire souterrain. Une multinationale de la mort qui contrôlait les ports, les aéroports, les politiciens et même la police censée nous combattre. Je ne suis pas né dans ce monde, mais j'y ai trouvé ma place comme si je l'avais attendu toute ma vie. Dans ces années-là, Los Cabos attirait les milliardaires étrangers pour ses plages de cartes postales, mais la nuit, les mêmes avenues scintillantes devenaient mes terrains de chasse. Je n'écris pas pour blanchir mes crimes. Je n'écris pas non plus pour en tirer gloire. J'écris parce que je sais que bientôt mon nom disparaîtra derrière les murs d'une prison, et je refuse que d'autres inventent ma légende à ma place. Les balles, les cris, le sang, tout cela est réel. Je veux que chaque mot de ce témoignage brûle comme un rappel. La gloire du crime n'est qu'une illusion, et ceux qui la poursuivent finissent toujours enchaînés morts ou oubliés. Ceci est mon histoire, et elle commence bien avant que le surnom de la China ne devienne un poison sur les lèvres de mes ennemis. Je suis né en 1984 à La Paz, capitale de l'État de Basse-Californie du Sud. Ce nom évoque la mer turquoise, les couchers de soleil flamboyants, les bateaux de pêche rentrant au port. Mais derrière les cartes postales, il y avait la vérité des quartiers oubliés, des familles coincées entre la misère et la tentation du crime. Mon enfance a été une succession de petites humiliations et de grandes fractures. Mon père travaillait comme ouvrier dans une entreprise de construction. Il rentrait chaque soir couvert de poussière, mais jamais de fierté. Sa paix disparaissait avant même qu'il ne la tienne dans ses mains. Ma mère, femme silencieuse mais dure comme la pierre, tentait de maintenir debout une maison qui s'effritait peu à peu. Nous n'étions pas les plus pauvres, mais nous n'étions pas libres non plus. Dans mon quartier, les enfants savaient que leurs rêves s'arrêteraient aux murs invisibles dressés par la pauvreté. À l'école, j'aimais apprendre. J'avais cette obsession pour la biologie, pour comprendre comment fonctionne le corps humain. Je me suis accroché à l'idée de devenir médecin comme si sauver des vies pouvait être mon ticket de sortie. Mais chaque fois que je parlais de mes projets, les adultes riaient ou baissaient que les yeux. Dans notre monde, on ne sauve pas des vies, on survit. Quand j'avais 18 ans, un premier choc m'a arraché à toute illusion. Mon compagnon de l'époque, Eric, un garçon beau et insolent, s'est enfoncé jusqu'au cou dans les affaires du cartel. Je croyais encore qu'il s'agissait de petits trafics de ces combines qu'on ignore pour ne pas voir. Puis un jour, il fut exécuté. On retrouva son corps criblé de balles dans une ruelle. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. La douleur s'est mélangée à une rage que je n'avais jamais connue. Ce monde ne me laisserait pas être innocente. À partir de là, ma perception a changé. Les regards des voisins me pesaient comme des jugements.
Les crédits impayés de mes parents devenaient des chaînes. Je voyais ma mère s'user les mains dans le ménage et mes frères se perdre dans des bagarres de rue. J'ai compris que la justice, les lois, les promesses de l'État n'étaient qu'un théâtre pour les naïfs. La seule loi qui comptait ici, c'était celle des plus forts. C'est alors que j'ai commencé à observer. Les filles de mon quartier qui portaient des vêtements de marque n'avaient pas de père banquier, elles avaient des oncles ou des maris dans les affaires du cartel. Les voitures rutilantes qui sillonnaient nos rues n'appartenaient pas aux politiciens, mais aux sicarios, qui se faisaient appeler par des surnoms plus lourds que des titres de noblesse. Dans leurs regards, je ne voyais pas la peur du lendemain, et moi je voulais cette liberté même si elle était tachée de sang. Si je suis honnête, je n'ai pas glissé vers le crime par accident. J'ai marché vers lui attiré par la promesse de ne plus jamais être impuissante. Ma première arme n'était pas un pistolet, mais ma rancune. Mon enfance m'avait appris à serrer les dents, à encaisser. Mais elle m'avait aussi appris qu'il n'existe pas de place pour les faibles. Alors j'ai juré de ne plus jamais baisser les yeux. C'est dans ces années sombres, entre la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, que s'est forgée la graine de la China. Et bientôt, cette graine allait germer au contact de ceux qui dominaient de la ville depuis les ombres. Je me souviens encore de ce soir, comme si c'était une cicatrice gravée dans ma mémoire. J'avais 19 ans, je traînais avec une camarade de lycée, Alejandra, une fille toujours habillée comme si elle sortait d'un magazine. Ses sacs venaient de marques que je ne pouvais même pas prononcer, et son téléphone valait plus que 3 mois de salaire de mon père. Je croyais naïvement que sa famille possédait une entreprise florissante. Un soir, elle m'a invité à une fête privée dans une villa sur les hauteurs de la ville. J'ai accepté curieuse inconsciente. La villa brillait de 1000 feux. Devant l'entrée, une file de camionnettes noires aux vitres teintées. Des hommes costauds portaient des chaînes d'or, mais ce qui m'a le plus marqué, c'étaient leurs yeux. Ils avaient cette assurance glaciale, celle de ceux qui savent qu'ils ne répondront jamais de leurs actes. Ce n'étaient pas des voyous de rue, c'étaient des soldats d'une armée invisible. À l'intérieur, la musique résonnait le parfum de l'alcool fort et de la cocaïne flottait dans l'air. Alejandra m'a présenté à un homme qu'on appelait El Flaco. Il portait un costume sur mesure, parlait doucement, mais avec une autorité qui réduisait les autres au silence. Il m'a regardé comme si j'étais un objet rare. « Tu as l'air intelligente, m'a-t-il dit, tu pourrais valoir plus qu'une simple distraction. » Ces mots ont résonné en moi. Pour la première fois, quelqu'un du monde d'en haut voyait en moi une valeur. Ce soir-là, j'ai observé attentivement. Les conversations n'avaient rien de vulgaire. On parlait de routes commerciales, de ports, de marchés internationaux. Ils évoquaient les États-Unis comme une extension naturelle, l'Europe comme une cible lointaine mais accessible. C'était un langage d'entrepreneurs, sauf que leurs produits étaient la cocaïne, les armes, la peur. J'ai compris que le cartel n'était pas une bande de criminels improvisés, c'était une corporation, et ses dirigeants se voyaient comme des PDG. Quand la fête a pris fin, El Flaco m'a glissé une carte avec un simple numéro. « Si tu veux une vraie place dans ce monde, appelle-moi. » Mon cœur battait à tout rompre. J'étais à la frontière d'un univers que j'avais toujours contemplé de loin. La promesse n'était pas seulement l'argent, c'était le pouvoir, l'immunité, la possibilité de réécrire mon destin. Les jours suivants, j'ai hésité. Ma mère me répétait que je devais chercher un emploi honnête, mais quel avenir m'attendait à frotter des sols ou à vendre des tortillas dans la rue. Je revoyais les visages des hommes de la villa, leur assurance, leur luxe insolent. Je pensais aussi à Eric criblé de balles, et je me disais que mourir faible était la pire des fins. Alors j'ai appelé le numéro. La voix d'El Flaco, posée et calme, m'a fixé un rendez-vous discret dans une petite agence de commerce extérieure du centre-ville. En entrant, j'ai compris que ce bureau n'était qu'une façade. Derrière les ordinateurs et les dossiers, il y avait des radios cryptées, des armes soigneusement rangées et une atmosphère où chaque geste comptait. On m'a confié de simples tâches, répondre à un téléphone, organiser un voyage, prendre des notes.
mais je savais que je venais d'ouvrir une porte qui ne se refermerait jamais. C'est ainsi que j'ai mis un pied dans l'organisation. Pas encore une tueuse, pas encore la China, mais déjà contaminée par l'odeur du pouvoir. Je n'étais plus une spectatrice. J'étais entré dans le jeu. Ce qu'El Flaco m'avait promis n'était pas seulement une place derrière un bureau. Très vite, il m'a prévenu « Dans ce monde, tu n'existes vraiment que lorsque tu as fait tes preuves. » Les tâches administratives n'étaient qu'un sas d'entrée, un test de loyauté. L'épreuve véritable m'attendait. Un soir, il m'a demandé de l'accompagner dans un ranch isolé, à 1 heure de route de La Paz. La lune éclairait les montagnes sèches et le vent soulevait la poussière. Je ne savais pas exactement pourquoi j'étais là. El Flaco m'a ordonné de rester dans le véhicule, de surveiller la radio et d'alerter si quelque chose d'étrange se produisait. Cela semblait simple, presque banal. Mais ce qui devait être une négociation tourna au carnage. À peine les hommes assis autour de la table qu'une rafale de balles a déchiré la nuit. Une embuscade. Les cris, les éclats de verre, l'odeur de la poudre, tout s'est mêlé dans un chaos brutal. J'étais pétrifié. Puis j'ai vu un homme s'approcher de la voiture. Il voulait m'utiliser comme otage. Sa main a agrippé la portière, son regard brillait d'adrénaline et de haine. À cet instant, le monde s'est rétréci à un point. Je sentais le métal froid du pistolet qu'El Flaco m'avait donné, juste pour les urgences. Mes doigts tremblaient, mais je n'ai pas réfléchi. J'ai tiré. 1, 2, 3 fois. L'homme est tombé lourdement sur le sol poussiéreux, son corps convulsant avant de s'immobiliser. Le silence s'est abattu dans ma tête, comme si le temps s'était figé. Je pensais que j'allais vomir. Mais à ma grande surprise, je n'ai ressenti ni remords immédiats, ni effondrement. Au contraire, une étrange clarté s'est installée. Comme si pour la première fois j'avais pris le contrôle de ma vie. Quand El Flaco est revenu couvert de sueur et de sang, il m'a regardé avec un sourire froid. « Tu n'es plus une secrétaire », a-t-il murmuré. « Maintenant tu es une soldate. » À partir de ce soir, j'ai été considéré différemment. Les regards des sicarios n'étaient plus condescendants. Ils savaient que j'avais franchi la ligne que beaucoup redoutaient. J'étais passé du statut d'observatrice à celui de participante. Et dans ce milieu, tuer une fois, c'est comme signer un pacte à l'encre indélébile. Les jours suivants, on m'a envoyé dans un campement caché dans la Sierra. 3 mois d'entraînement intensif. Les instructeurs étaient d'anciens militaires brisés et cyniques. Ils nous apprenaient à manier chaque arme comme une extension de notre corps, à torturer, sans laisser de traces, à manipuler psychologiquement nos cibles. Leurs mots résonnent encore. La peur est ton outil le plus efficace. Mais pour l'utiliser, tu dois d'abord devenir quelqu'un que tout le monde croit capable de tout. Chaque exercice effaçait un peu plus la jeune fille que j'avais été. Mes mains se couvraient de blessures, mon esprit se durcissait. La douleur physique devenait insignifiante comparée à la transformation intérieure. J'apprenais à tuer non seulement avec des balles, mais avec le silence, avec l'intimidation, avec une simple réputation. Quand je suis revenu à La Paz, je n'étais plus Mélissa. J'étais la China. Pas encore une légende, mais déjà une ombre qu'on ne pouvait ignorer. Mon rite d'initiation était accompli et il n'y avait plus de retour possible. On dit que la première fois qu'on appuie sur la gâchette est la plus difficile. Pour moi, c'était faux. Mon baptême du feu avait déjà eu lieu lors de l'embuscade au ranch. Mais être une sicaria ne se résume pas à survivre dans le chaos. C'est exécuter froidement planifié, calculé, frapper là où ça fait mal. Mes véritables missions ont commencé quelques semaines après mon retour de la Sierra. El Flaco m'a convoqué dans son bureau. Sur la table, il y avait une photo d'un homme élégant, la quarantaine, un sourire figé de notable. « Cible prioritaire », dit-il. « Cible prioritaire. Cet homme travaille pour les fédéraux. »
Il vend nos routes en échange de protection. 3 équipes avaient déjà échoué à l'approcher. Il vivait dans un quartier riche entouré de gardes et sortait peu. Les méthodes classiques, menaces, enlèvement, n'avaient rien donné. C'était mon test. J'ai passé des semaines à étudier ses habitudes. J'ai appris qu'il fréquentait un spa de luxe toujours le même chaque jeudi après-midi. Alors j'ai endossé un nouveau rôle esthéticienne. J'ai fabriqué un faux CV, acheté un uniforme impeccable. Derrière mes sourires, je guettais le moindre détail. 6 séances à masser son dos, à écouter ses plaintes, à feindre la complicité. La 7e, j'ai glissé une seringue dans ma manche. Une injection discrète, une substance indétectable qui provoque un arrêt cardiaque. Quand il a perdu connaissance sous mes mains, personne n'a soupçonné un meurtre. La presse a parlé de crise due au stress. Moi, j'avais accompli l'impossible, éliminer une cible intouchable sans tirer une balle. À partir de là, ma réputation a changé. Je n'étais plus seulement une exécutante. J'étais celle qui innovait, qui utilisait la ruse plutôt que la force brute. Dans ce monde, c'était plus effrayant encore. Les hommes armés inspiraient la peur avec leur arsenal. Moi, j'inspirais la crainte, parce qu'on ne savait jamais d'où viendrait mon coup. D'autres missions ont suivi, parfois sanglantes, parfois subtiles. J'ai orchestré l'exécution d'un informateur qu'on a retrouvé dans sa voiture moteur, tournant une balle parfaitement placée entre les yeux. J'ai supervisé une disparition lors d'une fête familiale, transformant la célébration en cauchemar. Chaque opération était pensée pour envoyer un message. La violence n'était pas gratuite, elle devait résonner, marquer les esprits, bâtir une légende. Mais à chaque mission, je sentais une part de moi s'éteindre. Le cœur qui battait encore fort au début devint froid mécanique. J'apprenais à ne plus voir des êtres humains, mais des cibles, des obstacles. Pourtant, au fond de moi, une voix chuchotait « Jusqu'où pourras-tu aller avant de disparaître toi-même » Mes supérieurs, eux, ne posaient pas de questions. Ils étaient satisfaits. Chaque succès consolidait ma position. Je gagnais de l'argent, des bijoux, des voitures. Mais ce n'était pas ça qui m'obsédait. C'était le respect. Dans les couloirs du cartel, on prononçait mon surnom avec prudence comme une invocation dangereuse. La China, la femme qui réussissait là où des sicarios aguerris avaient échoué. Ce fut à ce moment précis que je compris je n'étais plus en train de jouer. J'étais devenu une pièce maîtresse. Et chaque mission m'éloignait davantage de la Mélissa qui rêvait jadis de devenir médecin. Chaque organisation criminelle a sa hiérarchie, ses gradins invisibles où l'on grimpe avec le sang des autres. Moi, je n'ai pas seulement gravi ces marches, je les ai brûlées derrière moi pour empêcher quiconque de me rattraper. Après mes premières missions, El Flaco n'avait plus de doute. J'étais prête à commander. Il m'a confié une escouade entière, une dizaine d'hommes, tous plus âgés que moi, certains vétérans de la rue. Leur regard au début était empli de scepticisme. Une femme à leur tête. Ils ricanaient en silence. Mais la première opération que j'ai dirigée a réduit ces doutes en poussière. Un rival des Damaso s'était aventuré à La Paz pour s'emparer d'un point de vente stratégique. J'ai planifié son exécution avec minutie, une embuscade au moment exact où il s'y attendait le moins. Quand son corps a été retrouvé mutilé, exposé à la vue de tous mes hommes, savait que je ne reculais devant rien. Le respect remplaça la moquerie. À partir de là, mon ascension fut rapide. Les chefs supérieurs du Sinaloa savaient que j'étais différente. Je ne cherchais pas seulement à tuer, je cherchais à dominer. J'ai commencé à gérer des cargaisons, à négocier des routes maritimes, à collecter l'argent des distributeurs locaux. Mon nom circulait comme une ombre dans les bars, les commissariats, les bureaux des politiciens corrompus. Et avec ce pouvoir vint la richesse. Je roulais dans des SUV blindés, je portais des montres qui coûtaient plus que la maison de mon enfance. Mes talons claquaient sur les marbres des restaurants où l'on me servait comme une reine. J'affichais sur les réseaux sociaux
une image de luxe voyage, champagne, robe de créateur. Mais tout cela n'était pas qu'une vanité. C'était une arme. Mon image publique me protégeait, semait la confusion, me transformait en mythe. Pourtant, chaque fête masquait une autre réalité. Derrière les rires, les verres levés, je voyais les regards fuyants, la peur constante. La vie au sommet était un paradoxe. Plus je montais, plus je devais m'entourer de murs. J'étais respecté, mais jamais aimé. Admiré, mais toujours surveillé. Mes propres lieutenants se demandaient si un jour je ne les sacrifierais pas pour renforcer ma réputation. Un soir, dans une hacienda luxueuse où l'alcool coulait à flots, j'ai compris la véritable nature de mon pouvoir. Alors qu'un homme refusait de payer sa dette, je l'ai fait agenouiller au milieu de la salle. Mes mains n'ont pas tremblé lorsque j'ai sorti mon arme. Le silence s'est abattu, et en pressant la détente, j'ai gravé ma place au fer rouge. Plus jamais on n'oserait douter que la China était une force autonome, un nom qu'il fallait craindre autant qu'un capot. Mais dans les miroirs des chambres d'hôtel où je passais mes nuits, je voyais mes yeux changer, plus froids, plus durs. Chaque victoire me coûtait une parcelle d'âme. J'étais ivre de pouvoir, mais je sentais déjà son poison se répandre. Car dans ce monde, on ne monte jamais sans attirer l'envie et la haine. Et je savais qu'un jour, quelqu'un viendrait tester ma couronne. À l'extérieur, les gens imaginaient nos vies comme un festin permanent, voitures de luxe, villas, fêtes interminables. Et c'était vrai en partie, mais derrière les murs des haciendas, il y avait des règles plus strictes qu'une prison. La première gravée dans nos têtes, le silence. Celui qui parlait trop finissait enterré dans le désert. Chaque jour était une pièce de théâtre où nous devions jouer des rôles contradictoires. Au dîner, nous trinquions comme des hommes d'affaires respectables. La minute suivante, un ordre froid tombait, faire disparaître un traître, récupérer une cargaison perdue, exécuter un concurrent. Nous passions de la musique aux cris étouffés sans transition. J'ai appris à sourire tout en décidant de la mort d'un homme. Les punitions à l'intérieur étaient exemplaires. J'ai vu des compagnons se faire torturer simplement parce qu'ils avaient caché quelques billets. J'ai entendu des cris résonner dans des caves, suivis d'un silence plus glaçant que la mort. Ces scènes étaient autant d'avertissements. Nous n'appartenions pas à une famille, mais à une machine. Et une machine n'hésite pas à broyer ses propres pièces. Malgré la peur, il y avait aussi les excès. Les fêtes s'enchaînaient dans des villas illuminées, avec des piscines pleines de champagne et des filles venues de partout, attirées par l'argent facile. Mais sous la musique et la poudre blanche, je voyais des regards vides, des sourires forcés. Nous nous amusions comme si chaque nuit était la dernière, parce que nous savions qu'elle pouvait l'être. Être une femme dans ce cercle ajoutait une tension particulière. Certains hommes me craignaient, d'autres me désiraient, quelques-uns rêvaient de me voir tomber. Je devais jouer de cette ambiguïté. Parfois, un sourire suffisait à désarmer un rival, parfois une balle dans la tête rappelait que je n'étais pas un jouet. Cette dualité devint mon arme la plus puissante, la douceur feinte et la brutalité inattendue. Avec mes propres hommes, je cultivais la terreur autant que la loyauté. Je leur offrais l'argent, mais je leur rappelais que ma main pouvait être la dernière qu'ils verraient. Je savais qu'ils parlaient derrière mon dos, qu'ils se demandaient si une femme pouvait durer au sommet. Alors je frappais toujours plus fort pour leur ôter toute envie de me tester. Mon lien avec El Chino, mon compagnon, compliquait les choses. Il était mon amant, mon lieutenant, mais aussi ma faiblesse. Dans ce monde aimé, s'est exposée une faille. Pourtant, je n'ai pas su renoncer. Avec lui, je goûtais de rares instants d'humanité, un rire, un geste tendre, un rêve partagé. Mais je savais que ce fil fragile pouvait un jour se transformer en corde autour de mon cou. Ainsi se déroulait ma vie à l'intérieur de l'organisation luxe, et horreur, loyauté forcée, et trahison tapie dans l'ombre. Chaque jour je me levais comme une reine, chaque soir je me couchais comme une prisonnière de mes propres choix. Et plus j'avançais, plus je comprenais que ce monde n'était pas un empire solide,
mais un château de cartes prêt à s'effondrer au premier souffle. Plus je montais dans la hiérarchie, plus je découvrais que le cartel n'était qu'une partie d'un échiquier beaucoup plus vaste. Nous pensions être des maîtres, mais nous n'étions que des pièces manipulées par des mains invisibles. Je l'ai compris un soir de réunion dans une hacienda reculée. Autour de la table ne siégeaient pas seulement des capots et des lieutenants armés. Il y avait aussi un député local, un chef de la police municipale et un entrepreneur en costume 3 pièces. Ils discutaient de contrats publics de financement de campagnes de livraison maritime. Les frontières entre crime et pouvoir officiel s'effaçaient devant mes yeux. C'était le véritable visage du Mexique, un pacte silencieux entre le sang et les urnes. J'ai compris alors que mon rôle n'était pas celui d'une reine, mais d'un pion sacrifiable. Les politiciens nous utilisaient pour effrayer, pour financer, puis se lavèrent les mains. Les policiers se gorgeaient de nos pots de vin, mais au moindre ordre venu d'en haut, ils pouvaient nous livrer. Nous étions puissants, oui, mais notre pouvoir n'existait que parce qu'il servait à d'autres. À l'intérieur du cartel, les tensions grandissaient. Elgrande, fraîchement sortie de prison, avait été placé à la tête d'une partie de nos opérations. Les chefs estimaient qu'il avait plus de légitimité qu'une femme. Pour moi, c'était une insulte. J'avais gagné ma place dans le sang et on voulait me la retirer pour une question de tradition. Je me suis senti trahi. Ce fut la première fois que j'ai osé défier les figures suprêmes. J'ai envoyé un message indirect mais clair: si l'on me destituait, je ne partirais pas en silence. Certains murmurent même que j'ai osé menacer El Chapo lui-même. Était-ce de la folie? Peut-être. Mais je savais qu'en montrant ma faiblesse, je signais ma mort. Alors j'ai choisi la provocation. Cette décision a bouleversé mon destin. Rejeté par les Damaso, je n'avais plus qu'une option: créer ma propre faction. Avec El Chino et une centaine d'hommes, nous avons formé ce qui allait devenir le cartel de la Baja California Sur. J'ai proclamé mon indépendance, ma rupture définitive avec Sinaloa. Le message était clair: je ne servais plus, je régnais. Mais cette insoumission avait un prix. Les jours qui suivirent furent marqués par une vague de violence sans précédent. Les rues de La Paz devinrent un champ de bataille. Les habitants se terrèrent chez eux, les journaux comptaient les cadavres chaque matin, et moi je me sentais à la fois victorieuse et assiégée, car je savais que le cartel ne me pardonnerait jamais d'avoir défié son autorité. Dans le tumulte, une vérité s'imposait: les alliances étaient fragiles, les loyautés éphémères. Les politiciens qui hier levèrent leur verre à ma santé pouvaient demain signer mon arrêt de mort. Les policiers qui me protégeaient pouvaient se retourner contre moi au premier ordre. Je ne faisais plus partie d'un système corrompu, j'étais en train de le défier. Et chaque pas que je faisais dans cette direction me rapprochait du précipice. Le pouvoir est une drogue plus forte que la cocaïne que nous faisions circuler. J'en étais dépendante, incapable d'imaginer une vie sans cette ivresse. Mais comme toutes les drogues, il finit par détruire celui qui en abuse. Ma chute commença le jour où j'ai compris que la trahison ne venait pas seulement de l'extérieur, mais de mon propre lit. El Chino, mon compagnon, mon bras droit, avait été arrêté. Officiellement, il devait se taire, respecter la loi du silence. Mais sous la pression, il a parlé. Il a révélé les lieux de nos fosses clandestines, décrit nos méthodes, donné mes numéros secrets. Chaque mot de sa bouche était un coup de couteau dans mon dos. J'avais bâti mon empire avec lui, et c'est lui qui l'a ouvert en deux. À partir de là, tout s'est effondré. Mes lieutenants se retournaient l'un contre l'autre, cherchant à sauver leur peau. Les policiers qui autrefois recevaient mes enveloppes passaient soudain de l'autre côté. Les rues de La Paz se remplirent de cadavres, non plus ceux de mes ennemis, mais ceux de mes propres alliés. Je n'étais plus la prédatrice, j'étais devenue la proie. J'ai vécu des mois dans la paranoïa, changeant de maison, chaque nuit dormant avec mon arme sous l'oreiller. Chaque appel téléphonique pouvait être piégé, chaque visage familier pouvait cacher une trahison. Je me souviens,
avoir senti le métal froid d'un canon sur ma tempe lors d'une réunion. Un de mes propres hommes voulait me livrer. J'ai survécu à cet instant, mais je savais que ma fin approchait. Le 19 septembre 2015, à l'aéroport de Cabo San Lucas, tout s'est terminé. Je voulais fuir vers Culiacán, reprendre mon souffle, peut-être disparaître. J'utilisais une fausse identité, un billet acheté en urgence. Mais le destin s'est joué de moi. J'ai manqué mon vol. Dans l'hôtel où je me suis réfugié, les caméras de sécurité ont enregistré mon visage. Quelques heures plus tard, la police a fait irruption. Je n'ai pas résisté. Mes jambes tremblaient. Moi, la China, celle qui avait fait plier des hommes plus puissants qu'elle, je me suis effondré comme une enfant. Dans la voiture qui m'emmenait, je n'ai pas hurlé, je n'ai pas maudit. J'ai pleuré. J'ai avoué aux agents que j'étais fatigué, que je savais qu'une partie de la police avait toujours été dans ma poche, mais que maintenant tout cela ne servait plus à rien. Mon règne s'était consumé, et il ne restait de moi qu'une silhouette brisée. Les journaux ont célébré ma capture comme une victoire. Les habitants ont poussé un soupir de soulagement. Mais moi, derrière les barreaux, je comprenais que ma chute était plus intime encore. Je n'avais pas seulement perdu ma liberté. J'avais perdu mon identité, mon pouvoir, mon mythe. Je n'étais plus qu'un numéro dans un dossier judiciaire, une femme marquée à jamais par ses propres choix. Ainsi s'acheva mon empire. Pas dans une explosion, pas dans une fusillade hollywoodienne, mais dans la banalité d'un aéroport, dans la trahison d'un homme que j'avais aimé, et dans mes propres larmes. Aujourd'hui, j'écris ces mots derrière les murs d'une prison fédérale. Les barreaux sont froids, mais ce n'est pas le métal qui m'emprisonne, c'est le poids de ma propre histoire. On m'appelle encore la China, mais ce nom sonne creux. Ce n'est plus une couronne, seulement une cicatrice. J'ai longtemps cru que ma force venait de ma capacité à inspirer la peur. Que si les hommes me respectaient, c'était parce qu'ils me craignaient davantage qu'un capot. Mais je comprends maintenant que cette peur était un mirage. Elle me protégeait à court terme, mais elle me condamnait à long terme. Car plus ma réputation grandissait, plus j'attirais la jalousie, la surveillance, la trahison. Je repense au visage de ceux que j'ai éliminés. Certains étaient des ennemis, d'autres de simples obstacles, parfois même des innocents pris dans mes calculs. Chacun d'eux est une ombre qui m'accompagne la nuit. J'ai détruit des familles entières, j'ai imposé la terreur dans des quartiers qui ne demandaient qu'à vivre en paix. Et pourquoi? Pour un pouvoir qui s'est volatilisé dès que j'ai perdu mon arme. J'ai aussi compris quelque chose de plus cruel encore. Je n'étais pas l'architecte de mon destin, mais un pion dans un système plus vaste. Les véritables patrons n'étaient pas les capots que l'on voyait à la télévision. Ils se cachaient dans les bureaux climatisés, portaient des costumes, signaient des contrats. Ils utilisaient des gens comme moi pour faire le sale travail, puis se lavaient les mains de notre sang. Pendant mon procès, on m'a demandé si je regrettais. La vérité, c'est que le regret ne suffit pas. Ce mot est trop faible. Je ressens une honte profonde, une lucidité douloureuse. J'ai voulu croire que ma vie n'était qu'une réaction aux injustices de mon enfance, à la pauvreté, à l'humiliation. Mais en chemin, ce désir de survivre s'est transformé en une soif de domination. J'ai cessé d'être une victime pour devenir bourreau. Aujourd'hui, je veux que ma confession serve de mise en garde. Aux jeunes qui pensent que le cartel est une voie rapide vers la richesse et le respect, sachez que ce chemin n'aboutit qu'à deux fins, la tombe ou la cellule. Le luxe que j'ai connu n'a été qu'un masque. Derrière, il n'y avait que la peur et la solitude. Être plus dangereuse qu'un capot ne m'a rien apporté, sinon la certitude d'être remplacé, trahi, effacé. Je n'attends ni pardon, ni sympathie. Le mal que j'ai fait est irréversible. Mais si ces mots peuvent empêcher une seule personne de suivre mes pas, alors peut-être que ma voix n'aura pas été vaine. Et si je devais résumer toute ma vie en une seule phrase, ce serait celle-ci: les vrais patrons du crime sont toujours invisibles.